Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle boîte à malice. Au programme aujourd'hui, une belle rencontre avec Astonish, un artiste messin étonnant qui conjugue rap, pop et métal. Nous pousserons les portes du centre Pompidou-Metz pour une plongée photographique haute en couleurs. Et puis, la réalisatrice Claire Burger, originaire de Forbach, nous présentera son tout dernier film, le très beau Langue étrangère. Mais tout de suite, poursuivons notre découverte des auteurs qui font la rentrée littéraire. Le messin Joël Egloff publie le magnifique Ces féroces soldats, paru chez Buchet-Chastel, un livre où se mêlent grande et petite histoire. Retrouvons-le de ce pas pour en savoir plus. Bienvenue. What is a bus? What is a boîte à malice? What is a bus? What is a boîte à malice? Tu es un enfant de la zone rouge. Tu as grandi à l'étroit entre la ligne Maginot et la frontière, coincé entre deux pays, deux langues et deux guerres. À travers le paysage, autour de toi, des casemates ont poussé dans les prairies et jusqu'au fin fond des forêts. Depuis toujours, tu sais les adultes inquiets. Tu les entends parler de la guerre, de celle d'avant et de celle qui viendra sûrement. Mais cela fait trop longtemps qu'on crie au loup pour que tu y crois encore. Joël Egloff, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien, de m'accueillir chez vous. À l'occasion de la rentrée littéraire, vous publiez le magnifique Ces féroces soldats chez Buchet-Chastel. C'est un livre qui littéralement m'a tiré les larmes, un livre que j'ai trouvé vraiment magnifique. Et c'est un livre très intime, puisque vous y parlez de la vie de vos parents, qui adolescents ont vécu la Seconde Guerre mondiale, et notamment votre père, qui fait partie des malgré nous, des 130 000 malgré nous d'Alsace-Moselle. Il a été incorporé plutôt de force dans la Wehrmacht. Je crois que cette histoire, vous l'avez glanée au compte-gouttes. Votre père, il vous a livré les informations sur ce qu'il a vécu vraiment au fil du temps. Alors, en fait, il ne savait pas, bien sûr, que j'avais ce projet. Enfin, il est décédé en 2012. Parce qu'à l'époque, moi-même, je crois que je ne savais pas que j'allais en faire quelque chose. Donc, les informations que j'avais, c'était des témoignages que j'avais entendus auparavant, en fait, souvent les mêmes, heureusement, ce qui m'a permis de les retenir facilement. J'avais aussi comme matière un écrit qu'il avait fait. Enfin, il avait écrit à un moment donné, il voulait raconter son histoire de 3 pages, ce qui était un peu court pour tout ce parcours, et un écrit qui s'arrête justement au moment où il est incorporé de force. Donc j'avais des bribes de choses, des récits, peut-être pas suffisamment de matière pour ne parler que de mon père. Et c'est pour ça que en parallèle, je me suis intéressé à l'histoire de ma mère aussi, qui a vécu la même chose, mais avec un parcours très différent. Parce qu'elle vivait à quelques kilomètres de distance du village de mon père, sans le connaître évidemment à l'époque, parce que c'était des enfants, des adolescents. Et donc en passant comme ça d'une histoire à l'autre, voilà, j'ai réussi à ficeler quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous décidez de vous en emparer? Parce que vous avez écrit de nombreux romans avant d'écrire celui-ci, bien sûr. Certains d'ailleurs, nombreux ont été récompensés, primés. Tout d'un coup, à un moment, qu'est-ce qui fait que vous vous dites « ça y est, je vais la raconter, cette histoire ». Je me souviens en avoir déjà parlé à un ami. J'avais à peine publié mon premier roman, en fait. Donc c'était... là, aujourd'hui, je me demande si c'est pas... si tout n'était pas là-dedans, en fait. Enfin, dans ces origines-là. C'est-à-dire que quand mes personnages de romans sont des personnages perdus, souvent dans des univers hostiles, quand les identités sont un peu floues, quand la mort rôde, un peu tout ça, je me dis, bon... est-ce que finalement je tournais pas autour du sujet par la fiction, quoi. Enfin, c'est ma petite explication parce que je suis amené à en parler en ce moment, mais c'est vrai que ça vient de loin, on va dire, et peut-être voilà, c'est ce qui m'a peut-être même poussé à écrire, je sais pas. Enfin, voilà, l'histoire de vos parents, elle est extrêmement romanesque. On en parlait en aparté, parfois on se dit la réalité dépasse vraiment la fiction. Vous vous collez à la réalité, mais il y a un côté comme ça où quand on suit les aventures
les aventures, si je peux me permettre de les appeler ainsi, mais vous dites, mon père, il a traversé des choses et on le découvre comme si un ange aussi le protégeait. Oui, Enfin, il aurait pu mourir tout à fait. un nombre incalculable de fois. Bien sûr. C'est vrai que c'est la question que je me suis posée quand j'étais en train de construire ce livre, c'est est-ce que tous les trous, parce qu'il y a des trous dans la mémoire, enfin je vais les combler par de la fiction en fait, ou est-ce que je vais garder cette forme fragmentaire? Et assez vite, je me suis dit que ce serait déjà peut-être pas honnête, enfin dans la démarche de rajouter des choses, ce serait peut-être troublant parce qu'on saurait plus au bout du compte qu'est-ce qui est inventé, qu'est-ce qui a été véritablement vécu. Et parce que je crois que finalement, ça témoigne assez bien d'une autre question qui est dans le livre, c'est la mémoire qui s'efface en fait. Donc il y a ce qu'on retient, il y a ce qu'on refoule, il y a ce qu'on veut pas dire, il y a ce qu'on a sincèrement oublié en fait. Et ce côté comme ça, voilà, qui n'est pas complet, je me dis finalement, dans la forme, ça exprime assez. Enfin, voilà, dans ma démarche, je trouvais que ça exprimait ça relativement bien. Et en revenant justement sur l'histoire de vos parents, c'est intéressant aussi parce qu'on sent cette relation aussi père-fils qui est très forte, parce que finalement c'est aussi une manière d'en apprendre davantage sur votre père. Et vous écrivez, il y a ce passage qui est très beau, où vous dites « Je peux dire le nom de tous les officiers aux commandes, de toutes les unités. Je peux dire le nombre d'hommes et le nombre de chars, les différents modèles de chars et leur répartition au sein des divisions. Je sais le nombre de blindés prévus et le nombre de blindés opérationnels au premier jour de l'offensive. J'ai tous les relevés météo de tous les jours de la bataille sur toute la ligne de front. Je connais l'évolution de la situation, heure par heure. Je pourrais tout raconter en 1000 pages. Pourtant, je ne sais rien sur toi, ou si peu de choses, et tous les livres du monde ne répondront pas aux questions que je ne t'ai pas posées. » C'est vrai que c'est assez central dans le livre, parce qu'avant vraiment de me lancer dans l'écriture, évidemment j'ai commencé à me documenter, et les témoignages que j'avais, il fallait que je les contextualise dans la grande histoire. J'avais pas forcément toujours des repères très, très précis, mais j'ai réussi à replacer les choses qu'on m'avait racontées chronologiquement. Et j'ai senti qu'à un moment donné, notamment sur ce qui concernait la bataille des Ardennes, que je trouve assez fascinante, j'ai senti que je me perdais à force de recherche en fait. C'est que ça pouvait être une fuite en avant et j'allais continuer à faire des recherches et finalement j'allais tout savoir sur des opérations militaires, mais c'était pas ça mon sujet en fait. Mais il m'a fallu un petit temps pour me rendre compte que ça m'apporterait rien de plus. Donc à un moment donné, j'ai dû me dire bon, stop, revenons c'est pas grave, je sais pas tout, je ne comprendrai pas tout mais là n'est pas mon sujet. Ouais. Pour autant, on en apprend beaucoup sur cette grande histoire qui est parfois méconnue pour bien des Français. Nous, forcément, nous sommes mosellans. Qu'il était pour moi aussi avant l'écriture c'est ça. du livre. Mais les malgré nous, effectivement, déjà la guerre, c'est une peine. On va dire c'est double peine là à devoir être travailler à la solde des Allemands. Bien sûr. C'est quand même des gens sur lesquels a longtemps plané le soupçon parce que justement l'histoire n'était pas connue, on ne savait pas. C'est vrai que comme ça on se dit malgré nous, voilà, il y a bien eu des gens qui... Pourquoi ne pas déserter, pourquoi ne pas fuir, pourquoi ne pas... Et ce qu'on oublie en fait, c'est que le levier qu'utilisaient les Allemands, c'était les menaces sur la famille. C'est-à-dire qu'ils avaient instauré... des lois qui rendaient responsable la famille ou même les proches en cas de insoumission, désertion, tout ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces jeunes gens qui sont partis l'ont fait par esprit de sacrifice en fait. J'y vais parce que sinon mes frères et sœurs ou mes parents risquent de subir. Voilà. Donc il y a ce côté extrêmement douloureux aussi. Qui a dû être du côté dans bien des situations, du côté des familles aussi, extrêmement douloureux. Parce que laisser partir son enfant qui se sacrifie pour vous, enfin, à vivre, ça doit pas être facile. 3 guerres en moins d'1 siècle, la même sinistre partie en 3 manches. On en a vu défiler des soldats par ici, au pas ou en boitant, le torse bombé ou les pieds devant, plus ou moins fiers, plus ou moins vaillants, selon le sens dans lequel ils marchaient, et des uniformes de toutes les couleurs, des bleus et rouges, des bleus gris, des verts de gris, et puis des noirs aussi. Chaque fois que les Allemands passaient par là, ils déplaçaient la frontière un peu plus loin vers l'ouest, au prétexte que c'était là qu'elle aurait dû se trouver depuis toujours. Tout naturellement, on devenait allemand. À la fin de la guerre ou à la suivante, on leur demandait de tout remettre en place comme avant, et on leur faisait promettre de ne jamais plus recommencer, et l'on redevenait français. En fait, la double peine pour mon père, ça a été d'être incorporé, non pas dans la Wehrmacht justement, mais dans la Waffen-SS. Oui, tout à fait. Ouais.
ce qui est arrivé à d'autres jeunes gens de l'époque, surtout après les batailles qui avaient décimé les unités de la Waffen-SS, donc il fallait les reconstituer, et notamment les jeunes de la classe, qui étaient nés en 26, ce qui est le cas de mon père, pour la moitié ont été versés d'office dans la Waffen-SS. Voilà. Donc ça rajoutait à la complexité des choses, parce que autant dans la région on peut dire qu'on était malgré nous, autant la deuxième, voilà, c'est quelque chose un degré supplémentaire qui fait qu'on n'en parle pas en dehors de la famille. Voilà. Il y a un événement en particulier qui vous a peut-être davantage touché, justement, par rapport à l'histoire de vos parents? C'est cette rencontre, c'est pas une rencontre, mais ce croisement entre mon père et qui a vu Hitler en 1944 à Munich. Et quand il me racontait ça enfant, je sais pas, j'étais peut-être en train de jouer à la guerre ou j'en sais rien. Il me disait, mais tu sais que je l'ai vu vraiment. Voilà. Et donc c'est un des souvenirs marquants, parce que ça concentre tout. J'ai l'impression comme ça voilà, qu'est-ce que mon père avait à voir avec cette figure-là. Et tout le livre en fait explique comment on en arrive à ce qu'il se retrouve à regarder passer Hitler à Munich en février 1944. J'invite vraiment vivement tous les téléspectateurs à se procurer ce magnifique livre de Joël Egloff, C'est féroce soldat, c'est chez Buchet-Chastel. Ça mêle la grande histoire, l'histoire intime, l'histoire humaine. C'est bouleversant. Moi, j'ai pleuré en le lisant et je vous remercie infiniment. Joël, merci. Merci à vous. Merci. Merci. Joël Egloff, qui figure parmi les 8 ouvrages en lice pour le prestigieux prix des Deux Magots, et ce n'est que le début, on croise les doigts pour lui. Il sera présent au Livre sur la place de Nancy du 13 au 15 septembre, mais également jeudi 19 septembre à 18h30 à la librairie La Cour des Grands à Metz, et vendredi 18 octobre à La Pensée Sauvage, toujours à Metz. Et place à la musique, à présent, avec un auteur-compositeur-interprète qui se joue tout aussi bien du rap, de la pop que du métal, pour nous livrer des titres étonnants. Son nom, Astonish. Astonish pour Moselle TV. Talk about love. Déjà disponible sur toutes les plateformes. Yeah, talk about love. What? Talk about love. Where's my mistress? What is his interest? What? Talk about dumb. What? Talk about dumb. Everybody's. I wouldn't all want it. No. À seulement 23 ans, Astonish entend bien surprendre. Ce n'est donc pas innocent si son nom plonge ses racines dans le mot anglais astonishing, que l'on peut traduire par étonnant, à l'image d'une musique qui fusionne pop, rap et métal, un mélange d'étonnant inspiré par des artistes comme Travis Scott, Don Toliver ou encore Scarlord, qui lui ont donné envie de composer à son tour. Il y avait surtout l'énergie que la musique dégageait, j'aimais beaucoup les musiques très énergiques. Et le fait aussi de parler de thématiques qui sont souvent beaucoup plus fortes et beaucoup plus sombres. Je pense à des thèmes très difficiles tout de suite, mais dans ce qui me passe par la tête, peut-être le harcèlement, les maladies mentales, le suicide, tous des trucs qui sont vraiment très très forts. Et ayant par le passé eu beaucoup de soucis avec ce genre de problème-là, je pense que je me suis mis la tête dedans et je me suis identifié à travers ça et pas à travers ce qui passait à la radio, quoi. Et j'en ai fait moi-même mon propre exutoire après, à force de les écouter. Moi-même, je veux qu'on m'écoute et qu'on écoute cet exutoire-là, quoi. Alors sur le papier, les mots sont râpés avec un flow qui lui est propre et témoignent de ce qu'il vit au quotidien. Des mots qui disent ce qui l'affecte, en bien comme en mal. Moi personnellement, j'ai toujours été plus touché par des chansons qui racontaient quelque chose, qui avaient quelque chose, qui pointait un événement, qui pointait un sentiment, qui racontait quelque chose de très précis, de particulier. Et c'est ce que j'essaye de faire à travers mes musiques en général. Effectivement, j'aime bien m'engager, que ce soit surtout contre les discriminations, contre toutes les formes d'harcèlement, tout ce qui permet de se battre contre quelque chose. Des titres engagés et sensibles dans lesquels il évoque également une société normative, ses amours déchus ou encore la perte d'un proche, qui va d'ailleurs le conduire à donner vie à un autre personnage, H, ou la version sombre des pensées et de la musique d'Astonish. C'est quelqu'un qui rappe, on va dire souvent de manière un peu plus posée, mais avec une voix très grave et un ton plus autoritaire. Alors que Astonish a toujours une voix peut-être un peu plus nasillarde, un peu plus
un peu plus fun, un peu plus chanté. Tout le reste, c'est vraiment Astonish. Et Ash, il a une voix vraiment très marquée. Quand ce personnage s'est créé, j'ai eu l'impression de me dissocier en deux personnages vraiment distincts. Pas que je sois fou ou que je souffre d'une maladie comme la schizophrénie, mais effectivement où j'ai eu le sentiment de vivre deux sentiments très distincts en même temps. Deux personnages qui, dans le titre Oliver, n'hésitent pas à entrer en confrontation. Deux personnages d'ombre et de lumière dont les univers visuels et musicaux vont désormais fusionner sur les EP à venir. Recherche de sons et d'instrumentation, collaboration avec des beatmakers et textes écrits dans la langue de Shakespeare, l'envie est claire, viser une carrière à l'international. J'ai vraiment envie d'explorer le monde et justement de chanter, de rapper, de scrimer au monde entier toutes mes pensées, et si ça peut surtout aider quelqu'un à se sentir mieux ou réussir à entendre des mots qu'il n'arrive pas forcément à placer comme moi, comme je l'ai vécu à l'époque. C'est surtout de réussir à véhiculer des messages forts et importants et de pouvoir permettre aux autres de se sentir mieux à travers ma musique, quoi. Et les retours aujourd'hui vont déjà en ce sens. Ne reste plus à Astonish qu'à multiplier les scènes pour conquérir son public. Une quête qu'il mène, musique au corps. Et pour suivre l'actualité de cet artiste qui a de l'avenir, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de téléchargement. Et c'est un autre voyage photographique, celui-là auquel je vous convie maintenant, direction le Centre Pompidou-Metz, pour voir le temps en couleur. Une exposition placée sous le commissariat de Sam Stuzé, qui a longtemps dirigé les rencontres d'Arles et qui est aujourd'hui directeur de la Villa Médicis à Rome. Visite guidée à ses côtés. Qu'est-ce que voir ? Que voit-on ? Peut-on voir l'invisible ? Telles sont les questions que soulève la photographie dont la vocation première fut de capturer le réel. Une photographie dont les 200 ans d'histoire s'exposent aujourd'hui au Centre Pompidou-Metz. Une histoire jalonnée d'avancées techniques pour mieux voir le temps en couleur. J'aime commencer l'exposition par les premières photographies de Legray qui photographie la Joconde, que la Joconde ait été prêtée par le Louvre, pas l'original mais une très belle copie et très ancienne du XVIIe, et que l'exposition se finisse par les tableaux photographiques de Gerhard Richter. On commence par la photographie photographiant les œuvres d'art et on finit par la peinture peignant la photographie. C'est une espèce de boucle qui raconte l'histoire de voir. Une exposition ambitieuse qui réunit 350 œuvres et avec elle des films, sculptures, peintures qui dialoguent avec une photographie qui ne cesse de relever des défis. C'est ainsi que les frères Bisson emportent jusque 250 kg de matériel pour développer leurs plaques de verre sur place, en haut du Mont Blanc. Avec le chronophotographe, Jules-Étienne Marais décompose le mouvement avant que le docteur Edgerton n'invente le flash stroboscopique. Et si les premiers travaux photographiques en couleur voient le jour en 1869, c'est en 1946 que les pionniers en la matière se révèlent. Parmi eux, l'américain Saul Letter qui libère la couleur de sa forme. Ces photographies en couleur étaient peu connues jusqu'aux années 2000. Là, on a la chance d'avoir presque une exposition dans l'exposition. Il y en a 35. Il a photographié toujours à New York, autour de son bloc, la même rue, le même quartier. Et il arrive à voir en couleur, en travaillant les aplats, en barrant les premiers plans, en jouant sur les réflexions. Il arrive à voir ce que nous, si on passait au même endroit, ne verrions pas.
à quoi sert la photographie, à quoi sert l'art, à regarder le monde avec d'autres yeux et à être un peu plus attentif sur le monde qui nous entoure, parce que le monde qui nous entoure, il faut en prendre soin, c'est un bien commun. Ne vous reste plus qu'à vivre cette traversée du temps photographique, ludique, pédagogique et artistique, les yeux grands ouverts. La photographie s'invite sous toutes ses formes au Centre Pompidou-Metz. L'exposition Voir le temps en couleur est à découvrir jusqu'au 18 novembre. Et après une bonne expo, que diriez-vous de vous faire une bonne toile? D'autant que le nouveau film de Claire Burger est dans les salles. Claire Burger, qui est originaire de Forbach et dont on avait déjà apprécié les très beaux Party Girl et C'est ça l'amour. La voilà de retour avec Langue étrangère qu'elle a tournée entre Strasbourg et Leipzig en Allemagne, une ville dans laquelle Fanny, 17 ans, va passer quelques jours chez Lena dans le cadre d'un séjour linguistique, de quoi délier les langues et refaire le monde. Fanny, willkommen. Lena dit qu'elle est stressée de parler français. Ma correspondante ne me correspond pas. Au départ, la première idée, c'était de faire un film en prenant comme point de départ un échange linguistique. Moi, j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune et je trouvais que c'était vraiment une expérience, à l'adolescence en particulier, très très enrichissante et voire même bouleversante, de s'éloigner de sa famille pour une première fois, souvent, et de vivre ailleurs, à l'étranger, à un endroit qu'on ne maîtrise pas, où on ne connaît pas la langue et tout. Bon, j'avais encore des sensations très fortes de cette expérience-là. Et j'avais envie de tenter en tout cas de faire le portrait de la jeunesse d'aujourd'hui. Das Fanny, sie kommt aus Straßburg, sie ist jetzt für einen Monat bei mir. Hier, les habitants ici se sont battus pour retrouver la liberté et faire tomber le mur. Ça t'intéresse la politique? Mon père, il a un enfant avec une autre femme. Elle est très engagée, elle est dans un groupe d'ultra-gauche. Cool. Moi, j'ai commencé à écrire pendant le Covid. Et à ce moment-là, on parlait beaucoup de la détresse psychologique des jeunes. Et moi-même, dans ma famille, dans mon entourage, il y avait des jeunes qui allaient très très mal. Je trouvais ça terrible. Et en plus, il n'y avait pas tellement les moyens en plus de les prendre en charge, de s'occuper d'eux. Et je me disais, mais ce monde est encore plus délirant si on arrive à un point où notre jeunesse souffre d'un mal-être profond. Et non seulement on n'arrive pas à trouver les solutions, par exemple sur les questions écologiques, pour faire en sorte que leur avenir soit un peu moins dark, mais en plus on n'arrive pas à prendre en charge cette détresse psychologique. Donc il y a eu comme ça cette envie d'essayer de comprendre même ce que ça pouvait être de grandir dans cet environnement-là. Bienvenue. Und ich bin die Mutter. Hast du mich vermisst? Ein bisschen. Le projet, c'était aussi dans le langue étrangère, et c'est pour ça qu'il porte ce titre, c'est d'essayer de réfléchir un peu aussi à comment est-ce qu'on va vers l'autre et comment, même avec parfois des différences culturelles, des différences de langue, il y a quand même quelque chose de possible dans la découverte de l'autre et que quelque part on est poreux, c'est-à-dire particulièrement à l'adolescence, ces rencontres, en plus loin de chez soi, loin du foyer, c'est des possibilités de se construire autrement, de s'inventer, de se renouveler. C'est vrai que j'ai pris par exemple en prenant Josepha, Heinzus et Lily Grasmug, deux jeunes femmes qui sont a priori très différentes. Et pourtant, j'ai à la fois l'impression que les deux personnages trouvent une langue, une façon de se comprendre. Et elles, en tout cas sur le plateau, toutes les deux ont trouvé aussi une langue pour se comprendre, pour jouer ensemble. Parce qu'elles étaient très différentes l'une de l'autre, que ça crée aussi l'amour. En tout cas, Fanny qui admirait Lena pour son courage ou pour son envie de faire quelque chose, pour sa façon ouverte envers les autres à l'école et tout. Et je crois en fait pour Lena aussi que Fanny elle a un truc plus fragile que les gens qu'elle connaît elle, et un truc un peu bizarre peut-être, mais que ça fait qu'elle s'intéresse à elle, je crois. Tu nous présentes pas ta copine? T'es qui toi? Lena, ouais. Salut! Les élèves sont horribles avec eux. Faudrait qu'on aille dans des manifs, non? Tu fais ta coco, mais t'as une petite bouche quand même. Ça t'emmerde qu'on ait des convictions? Je bosse moi. Tu crois que j'ai le temps de te chercher? Putain mais maman, mais lâche-moi! Pourquoi tu la crois pas? Parce qu'elle raconte n'importe quoi. C'est pénible, je suis désolée, je pensais que t'avais compris. Même si le film aborde des questions politiques et des questions et la grande histoire, la chute du mur, etc. L'idée c'était quand même aussi vraiment d'être au plus proche de personnages qui vivent des bouleversements intimes à un âge où
un premier baiser ou une première émotion, c'est quelque chose de cataclysmique et d'énorme, et ça change complètement ce qu'on est, ce qu'on devient et son avenir, quoi. Heureusement, pour moi, j'aime beaucoup ce film. Et je crois que c'est une histoire d'amour, mais tous les sujets politiques, ça me touche beaucoup. Et je me vois aussi dans ce personnage. Et aussi, Léna, elle m'a aussi apporté, elle m'a appris des choses. Oui, je crois... Allez voir ce film, allez voir ce film. Ouais. Pour aussi laisser vous encourager pour être actif un peu. T'as peur de quoi? De tout. Du futur. J'ai peur des fascistes, de la guerre, de vieillir et de devenir encore plus lâche. Et de rien jamais changer. Moi aussi j'ai peur. Courez au Club de Metz et dans toutes les bonnes salles de cinéma, voir Langue étrangère, un film d'une grande sensualité porté par la musique absolument géniale de l'artiste française Rebecca Warrior, un film d'amour, mais aussi un film générationnel, politique et familial qui interroge sur nos différences avec intelligence. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, sans faute, pour une nouvelle boîte à malice. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, bye bye. What is a bus? What is a guatamales? What is a bus? What is a guatamales? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.